C'est de jeux de société dont nous allons parler aujourd'hui avec un projet qui arrive sur le site de financement Kickstarter. On va parler d'Odin, de monde nordique, un thème qui commence à être traité régulièrement à travers plusieurs jeux, mais là, l'originalité, c'est que vous allez endosser on va dire, être un groupe de rock et il va falloir avoir le plus de fans possible pour avoir la chance de faire une représentation face au dieu Odin. Nous allons parler de Ragnarok Star en compagnie de Dan Touvenot. Bonjour Dan. Bonjour, bonjour à tous. Alors avant de parler de ce jeu, de son origine, de ce qui va se passer durant cette campagne, on peut déjà prévenir qu'on n'a pas les dates exactes, mais que ce sera durant la première quinzaine de juillet. On parlera des modalités en fin d'interview. Est-ce qu'on peut évoquer les auteurs, c'est-à-dire vous et la deuxième personne derrière ce Ragnarok Star ? Tout à fait. Alors, il y a deux personnes derrière Ragnarok Star, en tout cas deux co-auteurs, c'est donc moi et puis William Aubert. Alors William Aubert, c'est en fait un ami d'enfance, d'adolescence on va dire. C'est quelqu'un que j'ai rencontré à travers le jeu de rôle à la base. On a commencé en fait par se retrouver autour d'une association qu'on avait créée dans les années 2000. Une association qui s'appelait DRAC et dans laquelle en fait on organisait alors pour nous pour le plaisir des jeux de rôle sur table, mais aussi on essayait de mettre en place des grandeurs nature. On a fait trois scénarios avec une centaine de participants à peu près à chaque fois. Donc c'était quand même des projets d'envergure. Quand on a 18 ans, c'était quelque chose qui marque. Et puis en fait, je suis tombé amoureux de ce gars-là qui présente plein de qualités, notamment qui est un talentueux dessinateur. Et comme moi, j'étais aussi dans une phase où j'avais envie de me lancer dans le dessin. En fait, on se retrouvait sur les deux terrains clés, à la fois le jeu et à la fois le dessin. Donc, on a fait des virées ensemble à Angoulême pendant plein d'années. Et puis on a fait beaucoup de jeux, essentiellement du jeu de rôle à l'époque. Voilà. Et puis après, chacun a construit sa vie et on a eu le plaisir de se retrouver après dans l'univers du travail, dans la sphère du travail. Mais à la base, on est vraiment issu de ce tissu ludique. Voilà. Alors quand on est joueur, ça veut pas forcément dire que on finira forcément par proposer un jeu. C'est le cas pour vous. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, ce sera pas le seul, ce sera juste le premier. Qu'est-ce qui vous a fait franchir le pas de vouloir créer un jeu et de vouloir l'éditer et le proposer au plus grand nombre ? Alors ça arrive en fait de manière assez particulière puisqu'en fait on travaille au sein d'une même entreprise et en fait on tournait un petit peu en rond au niveau des projets. On avait envie vraiment de nouveaux challenges, de nouvelles énergies et comme William a déjà eu l'occasion d'éditer pour son propre compte des jeux de société sous l'étiquette Vermicelle. C'était une maison d'édition qu'il avait créée. Il produisait des jeux de société tout en bois. À un moment, on s'est retrouvés en réunion à se dire qu'est-ce qu'on fait. Alors, on pouvait se lancer dans plein d'autres activités. Et puis, à un moment, on s'est regardé, on dit allez, on se lance dans le jeu de société. Allez, c'est parti. Donc, ça s'est fait vraiment au cours d'une discussion de manière hyper impromptue. On dit qu'est-ce qu'on veut faire maintenant de notre vie. Est-ce qu'on a envie de continuer à proposer toujours les mêmes prestations et les mêmes produits à nos clients, puisque en fait, on travaille dans une agence de communication. Et puis, en fait, on a fait un petit peu le tour de la question, sans prétention, simplement, on a envie de se renouveler, on a envie de proposer d'autres choses, et puis surtout d'aller directement au contact du public et du consommateur, et pas de pas passer par des intermédiaires d'entreprise. Donc voilà, au cours d'une réunion, allez, on se lance, allez, on fait un jeu de société. Le fait est que William avait déjà en tête quelque chose qui ressemblait à Ragnarok Star, puisque il avait mis de côté le jeu de société en tant qu'activité professionnelle secondaire. Et puis en fait, le virus est trop fort chez lui, donc c'est au cours d'un repas de Noël où il me dit
oh, je suis reparti sur un nouveau jeu là. Alors je dis, je croyais que tu avais arrêté. Il me dit, ah oui, mais non, celui-là, tu vas voir, il est trop bien. Et donc il a commencé à me parler de son idée de jeu. Alors ça n'avait rien à voir avec le sujet actuel, mais par contre, en fait, il y avait déjà des germes et des embryons d'idées de mécanique. Et donc du coup, on a recommencé à travailler sur ce projet. Alors je dis on parce que régulièrement, évidemment, quand il faisait ses jeux, je lui filais un petit coup de main, je testais les jeux, je faisais des playtests avec lui, je lui donnais des petites idées, des astuces. Et puis comme on est vraiment dans un univers hyper créatif au niveau de la publicité, au niveau de l'illustration, forcément une idée en pousse une autre et puis on commence à discuter pendant 5 minutes et 2 heures après, en fait, on s'aperçoit que on n'a pas arrêté de travailler. On a mis de côté un peu les vrais clients qui nous rapportent de l'argent, mais pour nourrir la passion. Et comment travaille ce binôme? Est-ce que vous avez chacun votre spécialité ou est-ce que c'est vraiment un vrai brainstorming? Vous apportez plein d'idées chacun de votre côté, et puis on les étudie ensemble, on voit ce qu'il y a de mieux, quitte à des fois à dire non, ça me plaît pas. Voyons si on peut pas voir la chose autrement. Ouais, alors c'est difficile d'être catégorique sur la manière de travailler puisqu'on n'a aucune méthode établie. Simplement, en fait, on a une énorme confiance l'un dans l'autre. Et en fait, je sais qu'il y a des domaines de compétences dans lesquels je suis nul, et il sait aussi qu'il a des domaines de compétences dans lesquels il pourra pas, à part avoir un esprit critique, il pourra pas apporter beaucoup de matière. Donc, il y a des terrains sur lesquels on se retrouve, on travaille ensemble, et puis il y a des domaines dans lesquels chacun sait ce qu'il a à faire. Donc, par exemple, William, lui, va être très très fort sur tout ce qui est mécanique de jeu. Il va être très fort sur la construction de prototypes. Quand il faut faire des prototypes, évidemment, il a une grosse expérience là-dedans dans le cadre des jeux qu'il a créés avant. Donc, du coup, là-dessus, je le laisse faire. En fait, j'interviens quasiment pas. Il me propose un produit quasi fini et puis on en discute. Et après, c'est plus de l'esprit critique. Moi, je vais intervenir forcément un petit peu plus sur tout ce qui est rédactionnel, sur la partie maintenant on attaque la partie communication sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est moi qui vais plus intervenir là-dessus. Je vais travailler un petit peu moi je suis un peu plus tout ce qui est iconographie, donc dans les visuels je vais travailler les logos, les pictos, ce genre de choses. Lui, il va plus travailler les graphismes, les illustrations et ce genre de choses. Il faut préciser aussi qu'en termes d'illustration, on l'a pas cité avant, mais il y a un ami qui s'appelle Alexandre Gimbel qui va faire une partie, qui a fait en tout cas une partie des illustrations du jeu, pas la totalité, mais notamment la couverture, la superbe couverture qu'on a. C'est grâce au travail d'Alexandre. Et même là-dessus, en fait, on travaille à 6 mains, pour ainsi dire, puisque on va proposer des retouches, on va faire des retouches sur le dessin d'Alexandre. Par exemple, la colorisation n'a pas été faite entièrement par Alexandre, elle a été faite en partie par William. Enfin voilà, faut imaginer une espèce de grosse marmite dans laquelle tout le monde met les mains et bricole en permanence. Et puis en fait, on se respecte chacun pour nos domaines de compétences. Alors je le disais en intro, Odin, les Drakkar, les Vikings, le Ragnarok, c'est un thème qui revient régulièrement, qui est à la mode dans les jeux de société, les jeux en général. On va pas tous les citer, mais l'originalité de Ragnarok Star, c'est que ça a rapport avec la musique. Il a fallu trouver un lien en fait entre un band, un groupe de musique et le monde d'Odin. C'est assez original, ça. Ouais, tout à fait. Il y a une petite histoire. Alors je vais faire une confidence pour ta chaîne, c'est que en fait il y a eu un moment où le processus, le mécanisme du jeu était à peu près arrêté. On avait quasiment, on va dire, à 80% le jeu qu'on a actuellement, 80-90%. Et donc il était temps en fait de plus le garder juste pour nous ou la famille ou les amis. Il était temps de le montrer à d'autres officiellement. Donc on a des copains qui sont dans des associations de jeux, etc. On a voulu faire venir pour vérifier le jeu. Ils viennent, ils testent le jeu, ils repartent, super, c'est vachement bien, machin, très bien, super. Et de là, on se dit, ok, donc maintenant on arrête de trafiquer les mécaniques, c'est bon, on sait sur quoi on va partir. Maintenant, faut assurer le thème qui va avec. Parce qu'on a vraiment fonctionné d'abord mécanique et ensuite, alors bien sûr, il y avait déjà un pré-thème, mais on a démarré sur les hommes préhistoriques et puis après c'est devenu des Vikings.
Donc c'était déjà des Vikings au moment où on fait venir nos potes pour tester le jeu. Et puis on se regarde, on se dit bon maintenant qu'est-ce qui... Et là je te parle vraiment à l'échelle de quelques heures en fait, en 2-3 heures, on fait le playtest avec ces amis-là et derrière on dit bon maintenant faut travailler sur le thème. Et puis on commence à brainstormer, effectivement, à discuter entre nous, à s'échanger des idées. Et puis il y a en fait on a une vitrine juste devant le bureau, une grande vitrine, et il y a une nana qui passe, style un peu émo, donc tout en noir avec une grande mèche devant les yeux, etc. Et là, je regarde William puis je dis pourquoi pas des Vikings du rock. Et alors là, je le vois bondir de son siège et là je me dis il s'est passé quelque chose. Et effectivement, ça match fort chez lui puisque lui c'est un gros fan de métal, surtout la tendance métal. Avec du cosplay, avec des thèmes très très forts, historiques. Je le vois avec les yeux qui brillent, il me dit ah ouais, au lieu d'aller chercher des ressources, du fer, du blé, du bois, s'ils allaient chercher des fans. Et donc tout de suite on a une grosse banane tous les deux parce que ça nous fait marrer comme idée. Et sans mentir, 3 secondes après peut-être qu'il m'ait dit ça, je dis et on appellerait ça Ragnarok Star. En fait, le nom a été trouvé, le thème, à partir du moment où on a senti une espèce d'énergie qui a fusionné entre nous, là, on a une étincelle de créativité où on s'est dit c'est bon, on a le match parfait sur le thème, en tout cas qui nous emballe nous. Après, ce qui emballera les gens, ça c'est autre chose. Mais nous, en tout cas, on a trouvé une grosse émulation et on s'est dit ce sera Ragnarok Star. Et ça n'a pas bougé. Je crois qu'il y a eu un S à la fin de Ragnarok Star. À un moment, on a eu un doute, est-ce qu'on met un star ou pas avec un S? Et puis, non, finalement, on l'a gardé tel quel. Voilà, donc ça, c'est l'origine. C'est une nana qui passe dans la rue avec une mèche devant les yeux. Et d'ailleurs, si jamais elle entend cette émission, elle aura une boîte offerte, évidemment, dédicacée avec... si elle se reconnaît. Voilà. Parlons-en de ce jeu, un jeu plutôt familial du coup, malgré le thème. On pourrait penser que parler de métal, de hard rock, et en voyant la couverture, parce que c'est on pourrait dire entre guillemets des bourrins sur la couverture, des vrais métalleux, avec des cheveux longs, tout ça, de la guitare qui déchire. C'est un jeu plutôt familial, c'est à partir de 10 ans. Les mécaniques le prouvent, il y a vraiment plein de choses très bien faites, plusieurs petites mécaniques qui mis bout à bout font ce jeu. Des parties pas très longues, 30-45 minutes, c'est pour 2 à 4 joueurs. Parlons-en de ce jeu. Vous pouvez nous le pitcher. Alors on l'a dit, on est un groupe de stars, il va falloir récolter le plus de fans possible pour avoir la chance de se présenter et jouer devant Odin. Mais dit comme ça, on n'en sait pas beaucoup plus. Il va y avoir une carte, il va y avoir des dracars quand même, c'est ça qui est fort. Vous avez quand même réussi à mettre des dracars dans un jeu où il faut récupérer des fans. Tout à fait. Alors le pitch officiel, c'est qu'effectivement Odin a lancé un télécrochet et il a promis le Valhalla au groupe de rock qui va jouer le meilleur concert de tous les temps. Et le problème des groupes, des 4 bandes de rock qui vont s'affronter, c'est qu'ils n'ont aucun fan. Donc le but du jeu, c'est d'envoyer du gros son pour aller essayer de les racoler, les faire adhérer à notre son et les faire rejoindre notre salle de concert. Donc chaque joueur va avoir en sa possession une salle de concert avec des petits emplacements pour pouvoir placer ses fans qui va racoler. Il y a 4 types de fans. Donc il y a alors déjà il y a 2 familles, il y a les vieux et les jeunes, et au sein de chaque famille il y a les hommes et les femmes. Donc il y a des papis, des mamies, des garçons et des filles. Volontairement, on a exclu la tranche d'âge adulte parce qu'on trouvait ça rigolo, un concert avec des vieux et des jeunes mis ensemble. Donc on a ces 4 types de fans et il y a un plateau avec 4 îles qui sur lesquelles vont apparaître les fans. Donc il faut imaginer qu'en fait au sein des villages il y a une espèce d'énergie musicale qui va galvaniser les foules et qui va faire apparaître des fans de musique, des fans de métal, et qui vont donc jaillir sur les îles, et les groupes représentés par des dracars vont aller mouiller leurs bateaux dans les ports, dans les 4 ports des 4 îles,
Et en atterrissant sur le port, ils vont avoir la possibilité de programmer des actions pour pouvoir récupérer ces fans et les faire rentrer dans leur salle de concert. La partie se joue en 7 tours. Et donc, on a à chaque fois 4 phases dans un tour. La phase 1, c'est une phase où on va pouvoir programmer sur une tablette type Velleda, une tablette effaçable, on va pouvoir programmer une action pour chaque membre du groupe. Donc, il y a 5 membres dans le groupe. Il y a un chanteur, un guitariste, une bassiste, un batteur et une pianiste, une claviériste. Et donc, chacun a 3 compétences, 3 actions possibles. Donc, il va falloir choisir une action pour chaque membre du groupe. Et donc, on va numéroter 1, 2, 3, 4, 5 sur sa tablette avec un feutre Velleda, feutre effaçable, pardon. Donc, on va noter la programmation pour le tour. Donc, c'est une espèce de programmation d'après ce qu'on sait qu'il y a sur le plateau, et on ne sait pas encore ce qui va arriver pour le tour d'après. Il y a une part d'inconnu sur ce qui va se passer au tour d'après. On programme, et une fois qu'on a fini de programmer, on va abaisser les tablettes. Tout le monde va baisser sa tablette, et puis on va remplir le plateau. Ça, c'est la deuxième phase. Donc, avec l'arrivée de fans nouveaux, des vieux, des jeunes, des papis, des mamies, etc. Et puis, on va résoudre les actions. Ça, c'est la troisième phase. Donc, c'est une résolution simultanée. Donc, ça, c'est une des particularités du jeu, c'est-à-dire que tout le monde résout l'action numéro 1 en même temps. Donc, ça va donner lieu à une forme de chaos où moi je veux des papis, moi aussi je veux des papis. Et donc, il y a une règle de résolution pour chaque action comme ça qui viendrait un petit peu en conflit. Alors ça, c'est assez simple à digérer. Il n'y a pas 3 pages de résolution d'action. Il y a une règle assez claire établie. On répartit toujours au maximum de ce qui est possible entre les joueurs. Et puis, ce qui n'est pas possible d'être réparti reste sur place. Ça, c'est la règle de base. Les joueurs vont donc ramasser leurs fans et vont les placer dans les salles de concert immédiatement. Et donc la quatrième phase, une fois que tout le monde a ramassé ses fans, c'est de modifier le plateau de jeu, puisqu'en fait les îles vont être plus ou moins isolées les unes des autres et plus ou moins reliées les unes des autres grâce à des tuiles de glace. Il y a toujours 2 tuiles de glace en présence sur le plateau. Et il y a 3 types de tuiles, il y a 3 tuiles différentes, et donc chaque tuile va pouvoir soit relier 2 îles entre elles, et donc permettre des interactions vers l'île adjacente, soit au contraire isoler l'île en question avec une espèce de barrière de glace qui va empêcher à la fois les bateaux, les dracars de rentrer dans cette île et à la fois d'en sortir. Et puis donc la phase 4 étant terminée, on redémarre un nouveau tour et on recommence avec la phase de programmation. Donc pendant 7 tours, à la fin de 7e tour, il y a un système de calcul de points par rapport aux fans qui sont soit dans la fosse, soit dans les gradins, et celui qui a le plus de fans est le gagnant. C'est ça. Alors, il y a quand même encore une autre petite dimension. On a inclus aussi un système de cartes contrats qui sont faites sous forme d'objectifs. Donc, en début de partie, on a le droit gratuitement d'avoir une carte contrat pour essayer de scorer un petit peu plus. C'est des points additionnels, ils sont pas négligeables puisqu'en général, c'est eux qui font la différence à la fin de la partie puisque tout le monde va essayer de remplir au maximum sa salle de concert. On a, si vous voulez, on a des colonnes et des lignes à remplir dans la salle de concert. Une ligne égale 1 point, une colonne égale 1 point. Et donc, comme il y a 5 lignes et 4 colonnes de fans, ça fait jusqu'à 9 points de gloire qu'on peut ramasser. Et les contrats additionnels font gagner entre 1 et 3 points supplémentaires. Et on peut aller ramasser des contrats supplémentaires en cours de partie. Il y a une action, notamment le chanteur a 3 pouvoirs spéciaux assez balèzes. Et un de ces pouvoirs, c'est d'aller chercher des nouveaux contrats avec les maisons de disques pour gagner des points en plus.
C'est là aussi le sel de ce jeu, c'est que chaque musicien a des actions bien particulières, donc la programmation est très importante. On peut faire commencer à jouer le guitariste, puis après le chanteur, puis le clavier, ainsi de suite. Ils ont le droit qu'à une action chacun. Il y a un ordre de 1 à 5, et puis il y a ces différentes actions qui vont aussi pimenter la partie. On peut protéger ses fans, on peut aller voler des fans à un adversaire, on peut utiliser l'œil de Marilyn Manson. Alors, c'est quelque chose qu'il faut préciser, c'est que vous avez mis de l'humour partout dans les noms des groupes. L'œil de Marilyn Manson, qui est ce petit œil qui permet d'aller voir des cartes et de les verrouiller. C'était primordial, cette dose d'humour, et de se dire on aurait pu faire un jeu fun, mais en plus de rajouter de l'humour et des petits clins d'œil comme ça au vrai groupe de rock, c'était presque obligatoire. Oui, en fait, on fait pas un jeu sérieux. Déjà, c'est une cible familiale. Mais même au-delà de ça, en fait, ça nous intéressait pas de faire un jeu trop sérieux, puisque on est avant tout des copains. Et bien sûr, comme tous les copains, on rigole quand on fait des parties. On n'est pas dans du serious game, donc on avait envie d'inclure beaucoup de jeux de mots, d'humour. Alors il y a à la fois effectivement des noms, des jokes, on va dire sur les noms, mais il y a aussi des petites blagues visuellement, à la fois dans les personnages qui composent les groupes, sur la couverture. Alors, je vous invite, si jamais vous pouvez avoir accès à l'image sur Board Game Geek ou Quod ou sur notre page Facebook, à aller chercher. Il y a énormément de petites blagues, de détails cachés. Par exemple, il y a un poulet sur la couverture qui fait en fait référence à un concert de Alice Cooper dans lequel les fans ont jeté un poulet vivant sur la scène, et en fait malheureusement ça s'est pas très bien terminé pour le poulet. Il a été complètement explosé par les fans, donc ça a poursuivi Alice Cooper après pendant de longues interviews, et donc du coup nous on voulait rendre hommage à ce poulet, paix à son âme, et lui le réintroduire dans notre jeu. Donc on a caché énormément de petites blagues et de petites jokes un peu partout. Et du coup, ça rend un jeu vraiment fun, avec plein de petites choses, et pas simpliste. C'est-à-dire que cette façon de programmer, de peut-être aussi se retrouver bloqué par d'autres joueurs, parce que on fait d'abord la programmation avant d'avoir la résolution des fans qui apparaissent sur telle ou telle île. Donc il va falloir être malin, savoir connaître les autres joueurs, imaginer ce qu'ils vont bien pouvoir jouer pour peut-être les contrer. Ça fait un jeu vraiment très très fun. Alors effectivement, on va se faire un peu des nœuds au cerveau, à essayer d'imaginer à la fois sa propre stratégie, l'accomplissement des objectifs aussi pour lesquels on a signé. Je fais une petite parenthèse sur les contrats, c'est que les cartes contrats ne font pas perdre de points à la fin de la partie s'ils ne sont pas remplis. Mais n'empêche que, en fait, on sait que ça va être des points additionnels, donc on va essayer d'optimiser sa stratégie pour accomplir les contrats. On va chercher aussi à affiner sa propre stratégie, mais on va aussi devoir jouer en fonction des autres. Et puis surtout, il y a le côté évidemment. Je ne sais pas où vont tomber les fans. Je sais où sont encore les fans qui restent sur le plateau du tour précédent. Donc ça va un peu guider mon action. Mais je ne sais pas où ils vont tomber. Alors certains vont dire que c'est du hasard. En fait, non, c'est pas du hasard. Déjà parce que il y a une forme de linéarité dans l'attribution des cartes qui remplissent. Il y a 8 cartes qui sont mises à disposition. On en défausse une pour éviter les calculs et on en garde 7 pour les 7 tours. Et donc on joue toujours avec les 7 mêmes cartes. Par contre, on a la possibilité, avec cet œil de Marilyn Manson, d'aller diviner, d'aller savoir ce qui va se passer pour le prochain tour, et donc avoir un petit avantage supplémentaire par rapport aux autres, puisqu'on va savoir où vont tomber soit les papis-mamies, soit les garçons et les filles. Alors vous auriez pu très bien proposer ce jeu à une maison d'édition pour peut-être la facilité ou je sais pas quoi. Vous avez décidé de faire une campagne Kickstarter. Alors en plus Kickstarter, c'est-à-dire à l'international, ça veut dire que le jeu va être peut-être en français et en anglais. Ça a été quoi le choix de la décision maison d'édition Kickstarter ? Alors déjà au niveau de la maison d'édition, il faut savoir qu'il y a énormément de jeux qui sortent chaque année. Du coup, les éditeurs sont blindés de propositions, à tel point maintenant que même les gros éditeurs refusent les jeunes auteurs. Vous pouvez même plus soumettre votre projet de manière officielle aux éditeurs, tellement ils ont de projets. Je parle des éditeurs français.
Alors, il y a certainement encore beaucoup d'éditeurs qui acceptent des auteurs, il n'y a pas de souci, mais la plupart des gros sont submergés de demandes. Ça, c'est un des points de constat aussi qu'on a fait au démarrage du projet. Le deuxième, c'est que en fait, on veut rester maître de notre projet. On veut pas comment dire, que quelqu'un d'autre intervienne dedans. Et parce que c'est le rôle d'un éditeur, hein, c'est de donner une ligne éditoriale au projet. Et on pense qu'on est capable de faire ce travail-là. Donc, on a voulu créer notre propre maison d'édition pour garder notre projet intact et ne pas le voir dénaturé par un tiers. Pourquoi Kickstarter? Le choix s'est assez rapidement imposé. Déjà, il y a énormément de jeux qui sortent sur cette plateforme, donc ça veut dire qu'il y a une communauté qui est très importante au niveau international, mais au niveau français aussi. Hein, il y a quelques jeux qui sortent quand même sur des sites de financement participatif tels que Ulule, mais c'est en fait pas forcément les mêmes envergures de campagne. Nous, effectivement, on vise un jeu depuis le début qui soit international. C'est pour ça qu'en fait, ça s'appelle Ragnarok Star, c'est-à-dire que Ragnarok Star, c'est compris aussi bien en français que en anglais. C'est pour ça que tous les noms de contrats, les noms de groupes sont toujours des jeux de mots qui peuvent s'entendre dans les deux langues. On a voulu dès le départ avoir un format international ou en tout cas bilingue français-anglais. Et puis Kickstarter se prête très très bien à ce type de campagne. Aujourd'hui, quand on voit les chiffres des campagnes qui sont réussies sur Kickstarter, c'est évidemment des chiffres beaucoup plus importants. Et le but du jeu, c'est aussi de réussir à sortir un jeu à un prix très abordable. Et donc, ça passe forcément par un tirage en grande quantité. Alors, grande quantité, on s'entend. En tout cas, c'est pas de 200 ou 500 exemplaires qui doivent être édités. Donc, le but du jeu, c'est de drainer le plus largement possible pour pouvoir aussi descendre les coûts de fabrication et donc proposer un jeu à un panier moyen tout à fait abordable. Encore une fois, c'est une cible pas de gros joueurs, mais de familial plus. Et donc, du coup, on a besoin que le budget soit cohérent avec notre cible clientèle. Vous avez déjà le prix environ de combien coûtera la boîte de jeu? Ouais, alors en tout cas sur Kickstarter, on veut la proposer à une trentaine d'euros à peu près. Donc le prix n'est pas encore fermé définitif, mais il va avoisiner ce tarif-là. Étant donné la quantité de composants dans le jeu, hein, il y a 88 meeples de fans, il y a un plateau en double layer, c'est-à-dire en double couche. Les salles de concert sont en double couche aussi. Enfin, on a prévu vraiment du beau matériel. On aura un cartonnage à l'intérieur un petit peu qualitatif. En tout cas, on veut quelque chose de grande qualité au niveau du cartonnage. Donc, vu la quantité de matériel et la qualité, c'est plutôt normalement des jeux qui se monétisent entre 35 et 40 euros. Et donc, nous, volontairement, sachant aussi que c'est notre premier jeu et que donc du coup, on a envie qu'ils réussissent. Il y a presque 2 ans de travail derrière. Donc, on veut se donner toutes les chances et pas nécessairement avoir des prix dingues et puis gagner énormément d'argent. Le but du jeu, c'est qu'un maximum de gens puissent faire les doigts du rock sur cette planète. Alors, qui dit campagne de financement, vous, ce sera peut-être votre première, mais vous savez comment ça marche. Les gens vont en attendre plus. Ils vont vouloir des stretch goals, ils vont vouloir des bonus, ils vont vouloir peut-être une règle solo. Je sais pas, on peut imaginer plein de choses. Vous êtes en train de préparer cette campagne. C'est quoi le stress qui monte? Vous êtes préparé? Vous faites du yoga? On n'écoute pas de métal en ce moment, c'est sûr, ça nous rendra un peu plus nerveux. Non, alors il y a 2 questions en une. La première, c'est effectivement, est-ce qu'on a prévu quelque chose qui va crescendo au niveau de la campagne? Évidemment, on travaille dans la publicité, donc c'est un petit peu là où on sait qu'on a une petite carte à jouer, c'est comment créer de l'émulation autour de la campagne. Donc on a prévu presque 25 stretch goals. Dont vraiment des goodies et 6 ou 7 exclus pour Kickstarter. Il y a une très très grosse surprise qui est en cours de négociation avec un partenaire.
Tous les autres sont déjà quasi assurés. Et puis, effectivement, aujourd'hui, là, on est plus dans une phase où on va essayer de se concentrer sur la mise en lumière du jeu. Malgré tout, hein, quoi qu'on en dise, il faut même un très bon jeu, en fait, si personne n'en parle ou personne n'en fait parler, eh ben, il reste dans les cartons et il sera jamais connu. Donc là, on a toute cette phase où on essaye de présenter le jeu à un maximum de personnes, le faire jouer, l'amener chez des critiques, ce qu'on appelle des reviewers, pour que un maximum de personnes en parlent. Et puis derrière, ça veut dire aussi des nuits blanches. En ce moment, on va dire que moi, mon angle de tir, c'est je m'endors vers 2 heures du matin et je me réveille à 6 heures et c'est reparti. Donc, je fais des très très grosses journées parce qu'il faut répondre à toutes les demandes, toutes les sollicitations, que ce soit en France ou aux US. Ça veut dire aussi switcher d'une langue à l'autre en permanence. Ça veut dire modérer, ça veut dire répondre à des critiques, des commentaires, à des demandes, à des demandes de chiffrage aussi, des fournisseurs qui essayent de proposer leur fabrication plutôt que celle d'un autre. Des demandes, des idées. Ce matin encore, il y en avait un qui me demandait, un Américain qui me demandait pourquoi on n'intégrait pas de miniatures dans le jeu, des figurines. Voilà, donc c'est toutes ces questions-là, il faut y répondre les unes après les autres. Donc ça, c'est le pain quotidien d'un community manager, mais c'est vrai que nous on le fait en plus. Et aujourd'hui, parce qu'on est tout petit, on n'a pas les moyens de se payer des gens pour assurer ce travail-là. Donc, mais c'est aussi appréciable parce que ça permet de garder vraiment la main sur le projet. Ça évite aussi des couacs. Évidemment, quand moi on me pose une question, je connais tout du projet, je sais y répondre sans problème. Et je sais dire aussi ce qui est de l'ordre de l'acceptable et ce qui ne l'est pas. Ce qu'on pourrait rajouter ou ce qu'on pourrait pas rajouter en stretch goal pour doper la campagne. Et puis c'est le premier, hein, ça veut dire que vous, ce que vous espérez, c'est pouvoir faire des suites, enfin d'autres jeux. C'est le but en fait. Oui, idéalement, on a des grosses envies de jeux narratifs en fait, puisque comme je l'ai dit au début, on est issu de l'univers du jeu de rôle. Nous, ce qu'on aime, c'est créer des univers, créer des histoires. C'est ça qui nous botte. Donc, on a déjà des grosses envies dans ce sens-là. On a aussi des idées de jeux plutôt d'ambiance ou d'apéro, comme on dit. Mais pour l'instant, on freine un peu les chevaux parce qu'on doit rester très très concentré sur ce projet-là. Mais à terme, évidemment, le but du jeu, c'est d'en sortir d'autres. Donc, il y a déjà un nom de maison d'édition, ça va s'appeler Perte et Fracas. Donc, je vous laisse deviner qui est Perte et qui est Fracas. Et puis, on veut, sous cette entité-là, pouvoir proposer d'autres titres. Et puis, si jamais Odin est avec nous, pourquoi pas le proposer dans les boutiques via un réseau de distributeurs. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a aussi un effet pandémie qui fait que les distributeurs aujourd'hui sont pas trop sur un mode de développement. Ils sont plutôt en train d'essayer d'assurer les arrières et puis de vendre les stocks invendus et puis de gérer les problèmes liés à la crise. Donc aujourd'hui, on a des touches avec des distributeurs, mais en fait, pour l'instant, il y a vraiment rien du tout de signé. Donc il y a le Kickstarter sera a priori pour l'instant le seul moyen de l'obtenir. Si jamais on arrive à faire une distribution en boutique, à ce moment-là, on pourra le proposer, mais là, pour l'instant, c'est pas d'actualité. On parlait du jeu Ragnarok Star, un jeu dont la campagne de financement Kickstarter débutera dans la première quinzaine de juillet. Si vous voulez en savoir plus, c'est simple. Il y a une page Facebook Ragnarok Star. Alors rock sans C, Ragnarok vous l'écrivez d'un seul tenant, Star, et vous retrouverez cette page. Il y a plein de visuels et puis vous avez déjà envoyé quelques boîtes à des reviewers, donc
on risque de voir des vidéos, des articles qui vont arriver avant la campagne, qui vous en diront encore plus. Et donc cette page, vous pouvez la suivre et pour être tenu au courant de ce jeu Ragnarok Star. Ce sera vraiment très fun, très familial, très rock. C'est un jeu pour à partir de 10 ans. Et comme j'aime à le préciser, si vous jouez avec des enfants qui ont l'habitude de jouer, normalement, même à partir de 8-9 ans, c'est possible. Oui, tout à fait. Et puis, je tiens aussi à préciser que il y a d'autres supports sur lesquels on peut trouver de l'information sur le jeu. On est présent sur Board Game Geek. On est aussi présent sur la plateforme Code, le forum pour l'actualité des jeux de société. Merci beaucoup Dan Touvenot et merci à Fracas du coup de vous accompagner dans ce projet. Ragnarok Star, la page Facebook existe. Allez voir, vous allez être impressionnés. Le matériel a l'air sublime. Les illustrations sont vraiment chiadées. Il y a plein de petites références à trouver. Rien que dans le nom des groupes, entre Red Zeppelin et d'autres, vous vous y retrouverez forcément. Un grand merci à Dan et une très bonne campagne et à très bientôt alors. Merci et à très bientôt.